Bonjour les amis, alors aujourd'hui, autant vous le dire tout de suite, c'est une vidéo qui sert à rien, mais j'ai décidé de la faire quand même. C'est une vidéo que je vous avais promis il y a un mois ou deux, à propos d'un comparatif à faire entre les Colt Single Action Army de deuxième génération et ceux de troisième génération. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ceci, cela? Donc, effectivement, il y a des différences, mais qui ne veulent pas dire grand-chose en fait, parce qu'on est réellement sur deux armes quasi identiques. Donc j'ai choisi effectivement des 7 pouces et demi dans les deux cas et 357 Magnum dans les deux cas. Je les ai pesés, je vais vous épargner la pesée, ça pèse exactement le même poids. J'ai démonté les barillets, ils pèsent exactement la même chose. On est sur deux armes identiques. La seule différence, parce qu'il y en a quand même quelques petites, mais qui ne sont pas significatives. Visuellement, déjà, la première différence, c'est, voilà, nous sommes ici sur des plaquettes en goutta percha simple, avec le logo, le poulain de Colt, et puis un quadrillage, voilà. Bon, parfait, très bien, en goutta percha, comme il faut. La troisième génération, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a l'emblème des États-Unis, le pluri-ciboom, j'arrive jamais à le dire, qui a été rajouté, et les poignées sont effectivement, on le voit, peut-être un peu plus épaisse sur le troisième génération et un peu plus fine sur le deuxième. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Mais voilà, les différences vraiment sont pas énormes. On peut voir que sur le modèle de... Alors celui-là est de 1970, hein, c'est un deuxième génération. 1970, on voit l'épaisseur du pontet. Voilà. L'épaisseur du pontet qui est un peu épaisse et qui est plus fin, on va dire, sur celui-là. Voilà. Donc je sais pas si ça se voit bien, voilà, qui est un peu plus fin. Mais voilà, en gros, c'est tout. Après, les petites différences, c'est effectivement, on a un chien légèrement plus arrondi ici que sur l'autre. Voilà, c'est ce genre de détails. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une vidéo qui sert à rien. Parce que on se rend compte qu'il y a des petites différences d'usinage qu'on trouve ici, par exemple, un peu plus accentuées ici. Mais globalement, bon, on voit aussi une petite différence d'usinage là. C'est un peu plus étroit qu'ici. Mais enfin bon, franchement, tout ça, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire. Ça veut dire une chose. Et ça, c'est un point positif. Ça veut dire que chez Colt, on est sur une finition à la main. Voilà. Les différentes parties de l'arme arrivent évidemment usinées, mais elles sont terminées à la main, avec un gars qui est là et qui va ajuster les pièces, qui va faire en sorte que tout aille bien. Ce qui explique qu'on peut avoir, comme c'est le cas ici, ce qui permet de maintenir la petite porte d'éjection, qui est un petit peu différente que là. C'est le même principe, mais bon, voilà. Et tout ça, ça révèle une chose, c'est que c'est fini à la main, tout simplement. Si on était sur des machines numériques, on aurait des armes absolument identiques. Là, elles ne le sont pas. Voilà. Il faut savoir que oui, par exemple, ici, vous avez une carcasse usinée droite. Là, je ne sais pas si ça se voit bien ici, alors qu'elle est tombante. Hein, on le voit, ici, elle est tombante sur la troisième génération. Alors, est-ce que c'est une différence qui permet, à la limite, d'identifier au premier coup d'œil une deuxième génération d'une troisième? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, on a un 5 pouces et demi en troisième génération, dont la carcasse tombe un peu également ici, et qui, en revanche, sur ce 4 pouces 3 quarts troisième génération, est complètement droite. Voilà. Donc tout ça, bah, ça veut uniquement dire, comme précédemment, que c'est fini à la main. Alors tantôt on donne un petit coup de trop, donc ça arrondit un peu plus que... Mais globalement, voilà, la preuve, on est sur deux poids identiques, deux barillets parfaitement identiques. Euh, alors évidemment, est-ce qu'il est possible qu'une plaquette de cross troisième génération s'adapte ou ne s'adapte pas? D'ailleurs, je ferai l'essai sur un deuxième gène, mais franchement, il n'y a pas de différence. Ce qui pose la question quand même de se dire pourquoi faire des troisième générations s'ils sont identiques à la deuxième. La deuxième étant elle-même quasiment identique à la première. Et on se souvient, pour ceux qui s'y connaissent un peu, que dans la première génération, il y avait déjà une différence. C'était le mode de fixation
du barillet qui était dans une vis à l'avant de la carcasse et qui permettait de maintenir l'axe du barillet. En 1896, les ingénieurs ont trouvé ce petit bouton poussoir qui permet de dégager l'axe du barillet, de sortir le barillet. Ce qui est une vraie avancée technique, ça, aucun doute là-dessus, c'est un vrai plus. Pour changer rapidement de barillet, c'est l'idéal. En revanche, ça reste néanmoins une première génération, avec une modification, une variante, mais ça reste une première génération. Donc les deuxième, troisième générations ne présentent même pas la différence qu'il pouvait y avoir dans la première. Donc, je veux dire, voilà, enfin, après c'est question d'usinage, question de, voilà, c'est tout. Donc je dirais que chaque Colt est unique quelque part, parce que vous voyez, on va avoir, par exemple, sur le guidon, là, on voit, évidemment, ils ont la même forme, mais ils n'ont pas exactement la même dimension. Bon, est-ce que voilà, est-ce que c'est important? Je ne pense pas. On le voit par exemple très bien sur voilà, sur celui-là. On le voit, il est quand même assez proéminent, assez haut, beaucoup plus que sur celui-là par exemple. Voilà. Quand je dis beaucoup plus, c'est 1,5 mm. Et ça s'explique pourquoi. Parce que aussi Colt à l'origine, euh, les, les, euh, les, les guidons étaient faits volontairement assez haut pour pouvoir les limer et les régler à la vue du tireur. Voilà, ça servait à ça en fait, parce que ça permettait, selon la vue de chacun, d'ajuster son arme. Et en le limant un petit peu, ben, on arrivait à régler son arme. Bon, évidemment, il fallait pas trop le limer non plus, parce qu'après, on pouvait pas le rajouter, on pouvait qu'en enlever. Mais voilà. Bon, sinon, on est exactement sur le truc identique. Pour ça, vraiment, la vidéo qui sert à rien. Mais vous avez eu raison quand même de la regarder. Et je pense que j'ai eu raison de la faire. Voilà. Donc je vous épargne le pied à coulisse, le machin. Tout est exactement pareil. Le barreau, il a la même épaisseur ici, là. Pareil, j'ai tout mesuré. C'est identique. C'est juste une question de finition à la main qui fait qu'il y a des angles un peu plus prononcés, d'autres un peu moins. Voilà, c'est tout. Voilà, sinon, on est sur des armes magnifiques, il faut le reconnaître. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, probablement sur Winchester. Euh, une Winchester que je récupère chez mon armurier bientôt, mardi, qui est une 1873 d'époque. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, on se retrouve sur les forums en attendant. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et bye bye, à très vite. Ciao.